le sujet que je souhaitais aborder, donc le vivre ensemble, on est quand même dans un site assez extraordinaire, une chartreuse, et Le Corbusier a été très marqué pendant sa formation professionnelle par la visite d'une chartreuse en Italie. Et ça a marqué toute sa vie et toute son architecture, donc c'était ce que je voulais vous raconter et voir quelles étaient les leçons qu'il avait tirées des chartreuses. En fait, j'ai mis les leçons monastiques, mais c'est très, très précisément des chartreuses. Donc je vous resitue un peu Le Corbusier pour ceux qui ne le connaissent pas très bien. Il est né à la Chaux-de-Fonds, donc dans une cité ouvrière, dédiée évidemment à l'horlogerie. Et c'est un urbanisme très très particulier qui d'ailleurs a été inscrit à l'UNESCO. C'est ce qu'on appelle de l'urbanisme horloger, c'est-à-dire qui est complètement adapté au process de fabrication de l'horlogerie et des différents ateliers. Il est d'une famille où le père travaille sur la gravure des boîtiers de montres et sa mère est musicienne, elle est pianiste. Et donc ils sont deux frères. On voit Le Corbusier avec son frère Humbert qui lui est un musicien et un créateur, et il rentre dans l'école d'art de la Chaux-de-Fonds qui est dirigée par Leplatenier, Charles Leplatenier, qui est quelqu'un de très ouvert, qui est parti faire ses études notamment à Paris, et qui revient avec l'idée de régénérer l'art suisse, et notamment en s'inspirant de la nature suisse et de ce qu'il va appeler donc le style sapin. Et Le Corbusier, en fait, donc il travaille beaucoup à l'extérieur, il leur apprend à voir la nature, comprendre la nature, comprendre les objets, etc. Et en fait, Le Corbusier va s'exercer à ce travail, mais finalement, ce qu'on voit quand même écrit pratiquement nulle part, c'est que le fait de devenir architecte, certes, c'est les Platoniers qui lui disent de devenir architecte, mais pourquoi? Parce que Le Corbusier a une trop mauvaise vue pour devenir graveur sur boîtier de montre. Donc en fait, c'est la vue qui va orienter ce choix. C'est pas du tout le fait que les bâtonniers découvrent comme ça, par hasard, que Le Corbusier, ou alors parce qu'ils découvrent avant tout le monde que Le Corbusier va être un génie d'architecture. C'est pour une question beaucoup plus prosaïque de vue. Et donc à l'époque, Le Corbusier s'appelle Charles-Édouard Jeanneret, et donc il réalise une première maison avec d'autres personnes de l'école. Et grâce aux honoraires de cette première maison, donc vous voyez qu'elle est quand même très différente de ce qu'on connaît, c'est une maison qui existe toujours aujourd'hui, la Villa Fallet, il part faire un premier voyage en Italie. Donc c'est un peu comme ça, c'est ce qu'on appelle le grand voyage, et il utilise un guide, donc ça fait partie des premiers guides du voyage, le guide Baedeker, qui va suivre à la fois le guide, donc qui est un guide qui est quand même très complet pour l'époque, et en même temps, il va aussi suivre un parcours qu'avaient fait les Platoniers avant lui, et la manière dont il va absorber cette architecture, etc., c'est d'abord qu'il va beaucoup dessiner, et beaucoup écrire de commentaires, ce qui là est quand même assez nouveau par rapport à ce que font les architectes qui vont faire le grand tour, qui eux dessinent, mais dessinent en essayant de faire le plus beau possible, ce qui n'est pas du tout le cas de ce que fait Le Corbusier. Lui, il essaie de comprendre ce qu'il voit en face de lui, et puis il écrit beaucoup à ses parents, et pratiquement tous les jours, il leur écrit durant son voyage. Et donc on voit ici la manière dont, en fait, il va essayer de comprendre les espaces, comprendre la manière dont ils sont fabriqués, etc., comprendre les structures. Donc vous voyez bien que c'est une manière assez innovante, déjà au début de sa formation. Et donc la première chartreuse qu'il visite, c'est pas celle qu'il appelle d'Emma, la chartreuse d'Igaluzzo à Florence, c'est celle de Pavie. Parce qu'elle est dans son guide, tout simplement. Et elle est déjà très intéressante. Ça marche, voilà. Mais elle a une très grande différence avec celle d'Igaluzzo, qu'on voit ici. C'est que celle d'Igaluzzo, elle est sur un promontoire. Et en fait, ce qui va marquer au début Le Corbusier, c'est en fait le paysage. C'est l'inscription de la chartreuse dans un paysage. On la voit encore, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Et vous voyez que un des premiers projets non réalisés Le Corbusier, quand on les compare, vous voyez bien que c'est carrément le promontoire de la chartreuse qu'il a réinterprété en y posant les maisons dominos. Mais en fait, ce qu'il écrit à ses parents le 14 septembre 1907, il ne parle pas de cette question du paysage, dont il parlera plus tard. Il dit j'y suis allé hier à Chartreuse, j'espère ne pas vous l'avoir déjà dit, j'y ai trouvé la solution de la maison ouvrière type unique,
Seulement, le paysage sera difficile à retrouver. Ah, c'est moi, quel vénard. Donc, en fait, bien sûr, il fait référence au paysage, mais en fait, sa question, c'est la maison ouvrière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une conférence qui a été tenue par Sébastien Faure quelques semaines avant dans son école. Et Sébastien Faure, donc c'est quelqu'un qui va mettre en place en 1904 la ruche, qui est un peu un ancêtre de la vie collective, qui va durer donc jusqu'en 1917 à Rambouillet, et qui pose la question justement du vivre ensemble, notamment des logements ouvriers. Et puis évidemment, il y a Charles Fourier qui a été présenté, enfin son travail a été présenté aux élèves. Donc le phalanstère, dont la concrétisation sera faite par Gaudin, à Guise, bon, vous connaissez ça. Donc le Corbusier est déjà quand même dans sa formation, dans cette question du comment vivre ensemble, la question du logement ouvrier, puisqu'on rentre dans une civilisation industrielle. Et donc il est accueilli par les moines de la Chartreuse, et il relève notamment les cellules de la Chartreuse. Donc le mot cellule va se retrouver dans toute son architecture. Donc nous, c'est assez connoté le mot cellule parce qu'on pense plutôt aux prisons. Mais chez Le Corbusier, le mot cellule, il se réfère directement aux moines. Et il comprend que ces cellules, alors, à l'échelle de l'architecture, présentent évidemment une grande autonomie, puisque vous savez que le principe des Chartreux, contrairement à d'autres couvents, c'est que ce sont pratiquement des ermites. Hein. Ils ont une vie complètement autonome et des moments ensemble, mais quand même le maximum de la vie est autonome. Donc ils ont des cellules qui sont complètement autonomes, avec un jardin particulier, la vie autour. Ah, je passe un peu vite. Et puis, il est très frappé aussi par la double hauteur de ces cellules, qu'on retrouvera dans toute son architecture. Et puis, donc, pour revenir quand même à ce qu'est une chartreuse, donc évidemment, la maison mère, c'est celle que vous voyez ici, qui se trouve dans le massif de la Chartreuse. Celle que vous voyez là n'est pas celle d'origine, qui avait été construite en partie en bois, qui avait été démolie en partie par une avalanche de pierre. Bref, donc là, vous voyez, telle qu'on la voit aujourd'hui, elle est plutôt du XVIe et même un peu plus récent. Mais le principe reste le même, d'avoir des cellules complètement indépendantes, voilà, ici, et puis des parties communes que l'on trouve là, mais vous voyez quand même que la proportion partie autonome, partie indépendante et partie commune, voilà, vous voyez qu'il y a un rapport d'échelle qui est prépondérant pour la partie autonome. Mais on partage quand même des biens communs. Et puis le cloître au milieu, bien entendu. Alors la Chartreuse dans laquelle on se trouve aujourd'hui part évidemment du même principe. Alors, le Corbusier, qui s'appelle encore Charles-Édouard Jeanneret, part à Paris et rencontre Eugène Grasset, dont il avait été très frappé par les écrits. Eugène Grasset, vous vous souvenez que c'est lui qui a dessiné l'emblème de Larousse, notamment, mais qui a fait l'architecture, etc. Et c'est Eugène Grasset qui lui dit, si vous voulez voir ce que c'est que la nouvelle architecture intéressante, il faut que vous alliez chez les frères Perret, qui ne sont pas architectes, qui sont des entrepreneurs, qui maîtrisent très très bien le béton armé. Donc c'est chez eux qu'il va apprendre vraiment la technique du béton armé. Bon, évidemment, il se passionne pour la vie à Paris et pour l'architecture parisienne. Et puis, il construit 2 autres maisons à nouveau à la Chaux-de-Fonds, et avec cet argent-là, il va repartir. Mais avant de repartir, il fait un projet utopique qui ne sera jamais réalisé, parce qu'il a monté, ils sont plusieurs étudiants à avoir monté un atelier, et déjà, alors on ne le voit peut-être pas très bien, mais déjà les plans reprennent l'idée des cellules avec un espace commun au centre, que l'on voit là. Et puis les platonniers lui proposent de partir en Allemagne pour aller étudier l'art décoratif en Allemagne, et surtout il rentre chez Peter Behrens, qui est un très grand architecte, chez qui vont se croiser. Donc Peter Behrens, on voit, c'est un architecte qui sait tout faire, puisque c'est à la fois un architecte et un designer. Il fait notamment l'usine pour AEG, AEG qui fabrique des ventilateurs, il dessine des ventilateurs, il dessine des papiers à lettres, etc. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très complet. Et chez lui, au moment où le Corbusier arrive, il y a Mies van der Rohe, un des plus grands architectes du XXe siècle, qui a été le dernier directeur du Bauhaus, et vient de quitter les lieux Walter Gropius, le créateur du Bauhaus. Mais par contre, Le Corbusier souffre beaucoup de cette période chez Peter Behrens,
et il décide donc de ne pas prolonger et de partir faire un deuxième voyage, donc le voyage d'Orient, qui est le deuxième voyage qui va vraiment marquer son apprentissage. Et donc ce voyage d'Orient, il va évidemment repasser par Florence et repasser par la Chartreuse des Mains. Et donc je passe assez vite sur les moments très très forts de ce voyage, notamment l'Acropole, qui marquera aussi beaucoup son travail. Et puis voilà, donc il continue à dessiner, il s'achète un appareil photo et il prend pas mal de photographies, mais il considère quand même que c'est la main qui apprend et c'est pas l'appareil photo. Et c'est évidemment, donc il repasse avec main. Et puis il rentre chez lui, il réalise la maison de ses parents, qu'il ruine pratiquement pour la fabriquer, et puis il s'installe architecte, et il invente, à ce moment-là, en 1914, il invente le système domino, donc issu de la technique du béton armé. Vous voyez, le principe, c'est que les planchers ne sont plus portés par les façades, mais sont portés par des poteaux, et du coup, ça permet le plan libre, la façade libre, enfin toute la liberté que l'on va retrouver dans son architecture. Et il met en place ce qu'il va appeler la promenade architecturale, c'est-à-dire le fait de se déplacer dans l'ensemble du volume et d'avoir une vraie promenade avec des points de vue très différents, comme une espèce de scénographie dans les volumes. Il retourne à Paris. Ça ne marche pas très bien, je vais pouvoir le pile. Voilà, et il va bientôt installer ses ateliers dans un ancien couvent. Alors, ça paraît anecdotique, mais c'est quand même un lien aussi. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je ne pense pas, mais par contre, ça lui permet d'avoir un long couloir avec une vue complète sur l'ensemble de ses collaborateurs en permanence. Et donc, il va y rester jusqu'à la fin de sa vie, et il commence à créer l'Esprit Nouveau avec Amédée aux enfants, une revue, parce que évidemment, pour se faire connaître, écrire et théoriser, c'est le meilleur moyen. Et donc à ce moment-là, pour donner l'impression qu'ils sont très nombreux à écrire dans la revue, il va prendre un surnom pour écrire sur l'architecture, Le Corbusier, qui est en fait issu, et donc l'ensemble de ses écrits sera publié ensuite dans Vers une architecture qui le fera connaître mondialement. Et donc c'est issu en fait d'un nom un peu transformé, Le Corbusier de sa famille. Mais il faut savoir aussi que Le Corbusier, c'était ceux qui, à la période médiévale, étaient chargés de chasser les corbeaux des rois. Donc est-ce que ça a un lien? J'en sais rien, mais c'est assez amusant de savoir ça. Et puis il dessine une nouvelle maison pour ses parents, qui ont donc vendu l'autre. Donc il dessine une maison qui sera beaucoup plus modeste, mais peut-être plus intéressante aussi, qui est au bord du lac Léman. Et là, on va avoir une première trace de la Chartreuse des Mâts ici. Vous voyez, dans la Chartreuse des Mâts, vous aviez dans chaque cellule une table ici, avec une ouverture derrière, et on retrouve exactement ce principe-là dans la table du jardin, avec un encadrement et une ouverture sur le lac Léman. Parce que Le Corbusier, évidemment, emmagasine les idées, mais emmagasine aussi la plastique, et toute sa vie, la plastique qu'il a emmagasinée dans ses premiers voyages va se retrouver dans son architecture. Donc le système domino, il en fait un projet qu'on voit ici, donc vous avez vu, qui est directement inspiré dans son paysage de la Chartreuse des Mâts, avec une place centrale qui est évidemment un ersatz du vôtre. Donc on voit ici. Et puis, il va réaliser avec son cousin Pierre Jeanneret qui a rejoint l'agence, il va réaliser en 1925 le pavillon de l'Esprit Nouveau. Et le pavillon de l'Esprit Nouveau, en fait, c'est un petit modèle d'un immeuble villa qui là est directement inspiré, évidemment pas traduit de manière littérale, mais directement inspiré de la Chartreuse des Mâts, puisqu'on a des cellules complètement autonomes, ici, les unes à côté des autres, on a des espaces communs, et on a chacun son jardin, même si c'est un jardin suspendu, et on a, donc au lieu d'avoir un cloître, on a des tennis avec des proportions qui sont quand même assez étranges. Et donc, vous voyez, on a chaque cellule, et quand même, ça ressemble beaucoup au dessin de la Chartreuse des Mâts. Et on a aussi le même principe que sur la Chartreuse, c'est-à-dire qu'on a les services en sous-sol, comme on retrouve sur la Chartreuse des Mâts, et ensuite on se développe en hauteur. Ce projet, le projet d'immeuble de villa ne verra jamais le jour. Il y a eu à un moment un espoir à Genève avec Vader, avec qui
il fera ce très très beau bâtiment, immeuble Clarté, mais qui est pas dans le, qui ne reprend pas exactement les mêmes choses. Et finalement, l'immeuble Villa, il sera réalisé en 1987, dans le cadre du centenaire Le Corbusier, où il y a un concours qui est réalisé à Paris, et donc les architectes Dubu et Lotz gagnent ce concours. Donc vous pouvez aller le voir aujourd'hui, donc à la Cité des Arts, dans le 13e. Vous voyez que c'est quand même une traduction assez littérale. Et Le Corbusier repart de la Chartreuse des Mâts, notamment dans Précision, en 1930, et donc il dit la cellule à l'échelle humaine. Permettez-moi de vous montrer par quel chemin, à travers 20 années de curiosité attentive, des certitudes sont venues. L'origine de ces recherches, pour mon compte, remonte à la visite de la Chartreuse des Mâts aux environs de Florence en 1907. Et donc il décrit, etc. Je passe, mais vous voyez qu'il écrit très clairement, il n'y a absolument pas de doute là-dessus. Alors, il va réaliser notamment l'armée du salut à Paris, sur lequel il va y avoir des idées à nouveau d'avoir des espaces communs et ensuite d'avoir des cellules relativement indépendantes. Et puis, l'idée du jardin, on va la retrouver aussi dans l'immeuble qui va dessiner rue Nache-et-Serre-Écoli, dont il va se garder le dernier niveau, et donc il sert aussi de son atelier de peinture, et le dernier niveau va être son propre jardin suspendu. La Seconde Guerre mondiale, vous savez qu'il a essayé quand même de se rapprocher de Vichy, ce qui n'est pas très glorieux, mais Le Corbusier essayait toujours de se rapprocher de ceux qui pouvaient lui rapporter du travail, et en 1933, donc quelques années avant, il s'était réuni avec les congrès internationaux d'architecture moderne sur un bateau qui était allé jusqu'à Athènes. Et donc, ils avaient tous ensemble, donc architectes et urbanistes européens, ils avaient travaillé sur la ville de demain. Et lui en a fait une synthèse qui s'appelle La Charte d'Athènes, donc il publie en 1943. Et évidemment, après-guerre, son grande œuvre dans l'habitat collectif, c'est l'unité d'habitation de Marseille. Alors pourquoi unité? Parce qu'il considère unité d'habitation de grandeur conforme, il considère que le nombre d'habitants défini dans ce volume est le nombre d'habitants idéal pour pouvoir avoir à la fois une vie collective et une vie indépendante, exactement comme dans la Chartreuse. Et donc il y a cette idée d'avoir en fait des unités, et puis dans un grand jardin, dans ce qu'il appelle la ville radieuse, et puis à l'intérieur, on va retrouver ce principe d'appartement à double hauteur, comme dans la cellule des Chartreux, hein, c'est vraiment le même principe. Mais ce principe de double hauteur, en tout cas avec une circulation, avec un couloir commun, en fait, il va s'inspirer d'un projet extraordinaire d'un architecte qui s'appelle Ginzburg, et qu'il a vu à Moscou quand il réalisait son projet du Centre Soyouz en 1928. Vous voyez qu'il est le premier à faire un couloir qui distribue 2 appartements, un dessus, un dessous. Donc, en fait, on économise un couloir à chaque niveau. Mais une autre source d'inspiration de Le Corbusier et de beaucoup d'architectes modernes, c'est évidemment le paquebot. Et on retrouve même l'esthétique du paquebot dans les cheminées de ventilation et d'aération de Marseille. Alors, ce qu'on va retrouver aussi comme une traduction vraiment littérale, une citation, c'est dans les rues intérieures qui desservent l'unité d'habitation, on a des petits éléments comme ça d'architecture qui en fait sont des boîtes qui reprennent directement les passe-plats des Chartreux et par lesquels on va pouvoir, Le Corbusier imagine qu'on va pouvoir livrer les courses, notamment livrer le lait, etc. Ça marchera un peu au début, puis aujourd'hui ça ne marche plus du tout, parce qu'on ne fonctionne plus du tout comme ça. Et puis la loggia qui se trouve à l'extérieur et la dernière réminiscence des jardins des cellules et des immeubles de villa, et puis des parties communes, donc avec une supérette, etc. Un hôtel qui est censé être plus ou moins les chambres d'amis, comme on l'a vu dans les projets très récents. Vous voyez que ça existait déjà dans l'unité d'habitation. Et puis sur le toit, un gymnase, une école maternelle, enfin voilà, ce que Le Corbusier appelle le prolongement du logis. Il va faire d'autres unités d'habitation, hein, Moselle-et-Nantes, Berlin, Brie-en-Forêt, et puis Firminy. Et ce qui est intéressant, c'est que celle de Firminy, c'est lui qui choisit de la mettre sur un promontoire
Et évidemment, on pense à nouveau à la chartreuse des Pins qui est posée sur un promontoire. Évidemment, ce que le Corbusier ne voit pas du tout, c'est qu'une unité d'habitation sur pilotis sur promontoire, ça veut dire des courants d'air sous les pilotis, absolument dingue. Mais ça, c'est pas son problème. Mais bon, voilà, donc il y a une mise en valeur dans le paysage très belle. Après, dans la traduction technique, bon, voilà. Un autre élément où on va retrouver la notion de cellule, c'est évidemment son cabanon. Donc le Corbusier se retrouve à Roquebrune-Cap-Martin grâce à la maison d'Aligre et Jean Badovici, et puis finalement décide de s'installer sur place. Il fait d'abord un premier projet, il fait deux projets, Roc et Robe. Roc comme Roquebrune, le nom du village, et Robe comme Robert, je vous en parle ensuite. Donc d'un village de vacances, là, avec, pareil, des cellules complètement indépendantes, un espace commun au centre. Donc vous voyez que toute sa vie, cette idée du modèle monastique se retrouve. Et donc il fait un deuxième projet, le projet Robe, des projets non réalisés, parce que le Corbusier, ça ne gêne pas du tout de dessiner sans avoir de clients. Donc ce deuxième projet, ce sont des petits logements de vacances qui se trouvent, en fait, pour ceux qui connaissent le cabanon, qui se trouvent au pied, proche de la mer, et dans lequel lui va se réserver un des 6 logements. Et puis finalement, il laisse tomber ce projet qu'il voulait d'abord en partie financer, ce qui faisait qu'il avait en plus des voisins, et il dit que finalement la mer est montée très haut et que c'est pas possible de le faire. Bon, la réalité, c'est que c'est pas tout à fait ça. Et le pavillon témoin de ces unités de vacances, c'était le cabanon dans lequel finalement il a passé tous ses étés à partir de 1952. C'est un cadeau qu'il avait fait pour sa femme. Et pour payer le terrain sur lequel il avait construit son cabanon à Thomas Robutato, qui était juste à côté, qui avait le restaurant, il va lui construire 5 petites chambres, des unités de camping, pareil, toujours le mot unité, qui sont aussi dans l'esprit des cellules. Et alors, est-ce que le Corbusier, finalement, a réalisé des œuvres cultuelles, parce que tout ça, c'est évidemment assez éloigné? Eh bien oui, grâce notamment au révérend père Couturier, qui est vraiment un acteur très important du renouveau de l'architecture dans les œuvres cultuelles chrétiennes. Et on avait dit à Couturier, on lui reprochait beaucoup d'avoir confié à Le Corbusier, qui était athée, une église et un couvent. Il avait dit, vous avez tout à fait raison, il faudrait mieux confier à des saints de dessiner l'architecture, mais des saints, il n'y en a quand même pas beaucoup vivants. Et je préfère confier à un génie athée plutôt qu'à un mauvais pratiquant. Peut-être qu'il avait quand même raison, parce qu'il y a eu quand même des réalisations un peu ratées par les pratiquants. Et donc, notamment la chapelle de Ronchamp, donc une chapelle qui avait été bombardée, qui avait été très abîmée, et donc le Corbusier, à partir de quelques croquis, en réaction vraiment au paysage, décide dans quelque chose qui est évidemment un chef-d'œuvre, qui malheureusement a fait des mauvais petits, parce que c'est plus l'architecture, c'est la sculpture. Et évidemment, ceux qui ont essayé de faire du sous-Corbu, c'était quand même souvent assez désagréable, parce que tout le monde n'a pas son génie plastique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, il va repartir de choses qu'il a vues, notamment durant le voyage en Orient. On voit par exemple ici, vous voyez le clocher, etc. Et ça, ce sont des petites cheminées de ventilation en Sardaigne. Et vous voyez qu'avec toute votre échelle, ça va créer l'architecture. Et à l'intérieur, ce qui est assez symptomatique, alors vous voyez les systèmes d'ouverture. Alors je pense, peut-être que je me trompe, mais je n'ai jamais vu écrit, je pense que dans le château fort de Roquebrune-Cap-Martin, vous voyez, on voit quand même des éléments évidemment pour pouvoir tirer, qui sont quand même très similaires à Ronchamp. Et puis, évidemment, le couvent qu'il va réaliser pour les Dominicains, à Évreux-sur-Arbrenne. Donc là, on va quand même retrouver des éléments de la chartreuse des Pins. Alors, moins facile parce que le terrain n'est pas du tout le même. Donc le Corbusier travaille avec les Dominicains et dès le départ considère qu'il faut mettre sur pilotis parce que ça va être la seule manière de répondre de manière paysagère et simple, d'un point de vue technique assez simple à la très forte pente. Et le couturier va lui proposer, lui, d'aller voir un autre élément d'architecture cultuelle, c'est l'abbaye du Thoronet. Et l'abbaye du Thoronet, avec ses ombres et ses pleins très très forts, enfin, c'est vraiment un bijou absolu. Alors la photo est très mauvaise, mais je n'ai pas de photo, je n'ai pas retrouvé de photo ancienne, vous voyez, avant
qu'un architecte en chef décide d'ouvrir ce clocher. Le clocher était pyramidal, complètement plein. Et Le Corbusier va reprendre cet élément-là, vous voyez, dans la chapelle de la Tourette. Bon, c'est juste une citation, il ne fait pas ça, il invente quand même beaucoup, hein. Mais c'est une manière d'inventer aussi que de faire des assemblages de volumes dont il a trouvé les origines ailleurs. Alors par contre, ce qui est très curieux, c'est que le déambulatoire et le cloître, finalement, est positionné sur le toit. Alors ça, c'est une idée qui réellement ne fonctionnera pas dans le fonctionnement quotidien du couvent. Et donc le couvent, il va travailler avec Yannis Xenakis, qui lui est plutôt connu pour évidemment être un créateur de musique sérielle, mais qui à cette époque-là est un mathématicien aussi. Il travaille avec Le Corbusier sur le projet, donc on voit ici les plans, et on a les cellules autour, et les espaces communs qui, eux, vont se retrouver en dessous. Donc c'est un principe qui est quand même un peu différent de la Chartreuse des Mâts, et ce qui prend le dessus sur tout le reste, c'est la circulation. Et on pourrait dire la promenade architecturale, mais en tout cas, c'est la notion de déambulation et de circulation. La seule conséquence, c'est que quand même, ça va passablement encombrer l'espace central, et donc c'est vrai que quand on visite, se dire qu'il y a un cloître, c'est quand même assez difficile à visualiser. Et donc le cloître, comme je vous l'ai dit, finalement, il se trouve sur le toit. Les cellules elles-mêmes, on va retrouver donc, les principes que je vous avais montrés dans la maison de ses parents, et surtout la notion de la cellule qui est sortie du volume, comme on l'avait vu pour la Chartreuse des Mâts, où donc la cellule sort du volume central et lui donne une certaine indépendance. À la même époque, donc, Claudius Petit, grand résistant français et qui a été ministre du Logement, lui commande à Firminy tout un quartier, et évidemment il va réaliser donc l'unité d'habitation dont je vous ai déjà parlé. Et il va réaliser, enfin, il va dessiner sa dernière œuvre cultuelle, l'église Saint-Pierre, qu'on voit ici, qui est commencée après son décès et qui est arrêtée en 1978 faute de fonds, et qui devient une espèce de bunker assez étrange. On passe devant, vous voyez, elle est complètement fermée pour ne pas être squattée. Elle est quand même assez avancée, mais elle est arrêtée. Et à cette époque-là, il y a une mairie communiste qui déteste Le Corbusier et qui essaie de faire démolir l'unité d'habitation, etc. Et puis, changement de municipalité, on voit apparaître le long de l'autoroute des panneaux patrimoine Le Corbusier. Donc là, on se dit, ça part un peu mieux, parce que c'est quand même le patrimoine d'un seul tenant, Le Corbusier, le plus important en Europe. Et petit à petit, l'idée de terminer la chapelle se fait, et c'est finalement la Saint-Étienne Métropole qui va financer en très grande partie l'achèvement de l'église. Donc l'église aujourd'hui, elle est consacrée, mais elle est surtout un lieu de visite et sur la partie basse, un musée. Elle est consacrée, bien que le diocèse ait dit, nous on ne met pas un centime, si vous souhaitez la réaliser, on veut bien la consacrer, mais par contre on ne mettra pas un centime. Mais donc elle est consacrée. Bon, moi je vous avoue que je suis très heureux qu'elle ait été terminée. Vous voyez en fait l'ancienne, l'arrêt des travaux ici. Ce qui est assez curieux, c'est que au moment où Le Corbusier faisait ce type d'œuvre, il faisait ce qu'il appelait le romantisme du mal foutu. C'est-à-dire une architecture très brutaliste, avec des bétons qui étaient, on voyait pratiquement la main de l'homme. Et ici, on l'a achevé avec des techniques beaucoup plus contemporaines et avec un béton bien mieux fabriqué, ce qui fait qu'il vieillira beaucoup mieux, mais ce qui crée quand même, je trouve, une petite dissonance entre les parties plus anciennes et les parties plus récentes. Et surtout à l'intérieur, alors là, il y a quelque chose qui est très beau, ils ont inséré des tubes en verre à travers le béton, et donc ça donne un effet un peu de voie lactée. Ça dépend du moment de la journée, mais c'est très intéressant. Et il y a surtout un très grand problème acoustique, pour ceux qui vont visiter, qui n'a pas été résolu, parce qu'évidemment, tout le monde est tétanisé à l'idée que Le Corbusier n'avait pas dessiné jusqu'au bout avec son atelier, et qu'on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Donc on ne fait rien. Mais du coup, on ne résout pas le problème. Alors que Le Corbusier avait utilisé des cônes similaires pour la ville qu'il avait dessinée à Chandigarh, et vous avez résolu ce problème. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, Le Corbusier, vous savez, en 1965,
va se baigner au pied de son cabanon, et alors, apogée de sa vie, qui a été maîtrisée du début jusqu'à la fin, il décède dans la mer Méditerranée, donc qui est la source de toute son inspiration, et son corps est transporté et veillé par les dominicains à la Tourette. Ensuite, éloge funèbre de Malraux, qui dit justement que la maison est une machine à habiter, c'est ce qui est passé à la postérité, mais ce n'est pas du tout ce qu'il décrit. Et il dit que ce qu'il décrit, c'est la maison et les crins de la vie, qui est une autre parole de Le Corbusier. Et Le Corbusier, il me semble qu'il cite aussi le fait que Le Corbusier disait « J'ai construit pour ce dont les hommes ont le plus besoin de silence et de paix ». Et le silence et la paix, évidemment, c'est ce qu'on trouve chez les Chartreux. Et voilà, et aujourd'hui, donc, dernier trait de son dessin, c'est évidemment la tombe qu'il a dessinée. Alors, Le Corbusier était évidemment un peu égocentrique, comme on peut l'imaginer, comme la plupart des architectes, mais il n'a quand même pas dessiné la tombe en se disant « je mourrai dans cette tombe ». En fait, sa femme est décédée avant lui, du coup il a dessiné une tombe dans laquelle il est enterré, donc dans le cimetière marin, mais très éloigné de la mer, de Roquebrune-Camartin, et donc il repose dans le silence et la paix. Voilà. Merci.